Bonjour, nous sommes ici à l'Institut national d'histoire de l'art, qui est un organisme regroupant différents centres de recherche, le CNRS, l'Université de Paris 1, l'École pratique des hautes études et l'École des hautes études en sciences sociales et Paris 4. Et c'est là que je travaille dans mon équipe de recherche qui s'appelle Anima, qui est un centre dont les recherches portent sur l'Antiquité grecque et romaine, sur l'histoire ancienne. Donc ce lieu très particulier est construit et organisé autour de la galerie Colbert, qui est un passage historique de Paris, et tous les bureaux, les bibliothèques et les centres de recherche sont répartis dans les bâtiments autour. C'est un environnement privilégié. Nous sommes au cœur de Paris, entre la Bourse et l'Opéra et le Palais Royal. C'est un environnement qui convient tout à fait à des chercheurs aujourd'hui pour travailler en toute sérénité, avec la conscience de l'importance de leur travail pour la collectivité publique et le débat public. Donc c'est ici très largement qu'a été élaboré, imaginé et réalisé le projet des lieux de savoir, dont 2 volumes sont parus à ce jour. Espace et communauté en 2007 et Les mains de l'intellect aujourd'hui. Et le fait que ce projet ait été développé à l'Institut national d'histoire de l'art montre un petit peu la dimension interdisciplinaire entre les choses de la main, les choses de l'esprit, les arts, les techniques artisanales, les disciplines intellectuelles, ce croisement, ce foisonnement qui est au cœur de notre projet, de notre aventure. Mon parcours professionnel et intellectuel part de la Grèce ancienne, de la Grèce antique. J'ai travaillé sous la direction de Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Marcel Détienne, Nicole Leroux. J'appartiens donc à cette famille intellectuelle, et mon champ de recherche a été l'histoire de la géographie, de la cartographie antique, c'est-à-dire des premières découvertes du monde, des premières images du monde, et en même temps tout ce qui s'est joué autour de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire le projet de réunir des livres, de réunir une mémoire universelle, et de mettre ces livres à la disposition d'un collectif de savants, de gens de lettres, de poètes qui ont donc pu créer cette floraison de la culture alexandrine. Donc à partir de ces travaux, j'ai été conduit à m'interroger plus fondamentalement sur la nature des savoirs, sur le rôle des bibliothèques, le pouvoir des livres, et finalement cette étrange activité qui réunit des communautés, des collectifs dans ce projet de raviver, de construire, de transmettre ou d'acquérir des savoirs et des connaissances. Alors ça peut être aussi bien dans le monde grec ancien, dans le monde chinois, dans le monde arabe, dans la tradition européenne, et aussi à notre époque aujourd'hui où tous ces aspects sont au cœur de grandes mutations. Donc ces questions étaient au cœur de mon travail personnel, et je me suis dit que pour pouvoir les approfondir, il était bien de constituer un collectif de chercheurs, et qu'en s'y mettant à plusieurs, on pourrait déplacer des montagnes plus facilement. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né le projet des lieux de savoir, avec donc un réseau qui est passé par différentes formules institutionnelles, qui a été soutenu par le CNRS, un réseau international, et qui nous a permis de travailler pendant une dizaine d'années en échangeant des hypothèses, des idées, des documents, en partageant des situations, des études de cas, des instruments intellectuels portant sur des contextes culturels tout à fait divers. Ça allait de l'Inde à la Chine, du Moyen-Âge à la Renaissance, à l'époque moderne, de l'histoire des sciences à la théologie. C'est-à-dire c'est vraiment des univers très très différents et très, très variés. Donc ce projet d'enquête se présentait comme une sorte d'expédition, un voyage de découverte, où nous
sommes partis un petit peu à l'aventure, en laissant de côté les cartes trop bien faites et en décidant d'aller voir de plus près ces communautés de scribes, d'enseignants, d'étudiants, de savants, de prêtres, de rêveurs, de philosophes qui, à travers les âges, ont construit et transmis les savoirs. Donc un voyage de découverte où à chaque fois, l'un d'entre nous, un anthropologue, un historien, un philosophe, un sociologue, présenter des lieux, une communauté, des objets, une discipline particulière, en nous faisant entrer dans un univers qui tout d'un coup nous semblait exotique, nous semblait étrange, curieux, fascinant, et où toutes les proximités, toutes les familiarités auxquelles nous sommes habitués se dissipaient. Donc c'est cette impression de découverte, d'étrangeté, de jubilation en même temps de l'observation que nous avons voulu faire observer et partager aux lecteurs des lieux de savoir en concevant un ouvrage qui était lui-même un récit de voyage et une carte où l'on peut se déplacer, et en invitant les lecteurs avec nous à entrer dans tout un ensemble de lieux qui peuvent être des laboratoires, des salles de cours, des universités, des salles de musée, mais qui peuvent être aussi une table de travail, un écran d'ordinateur, l'établi d'un artisan, et des lieux de savoir même encore plus peut-être abstraits, comme une page de livre, une page de manuscrit, un dessin, une carte, autant de dispositifs finalement très actifs et qui révèlent des opérations, des procédures, des intelligences, et qui permettent de retrouver à la fois le regard et la pensée de ceux qui les ont produits et utilisés. Oui, le terme savoir, nous le prenons dans une extension très large, c'est-à-dire que nous ne réduisons pas les savoirs à la science, au savoir académique, universitaire, mais nous intégrons aussi bien les savoirs artistiques, le savoir du peintre, du calligraphe, du sculpteur, du musicien, que les savoirs techniques, les savoir-faire comme celui du menuisier, ou même dans le second volume, le savoir du cultivateur de bonsaï, c'est-à-dire élever, faire grandir et faire vivre des arbres miniatures. Donc c'est une conception assez large qui couvre en fait tous les champs de l'activité humaine, où il s'agit de donner du sens à la fois à l'espace, au temps, à la matière inerte ou vivante, de donner un sens aux sociétés humaines, à l'expérience humaine, et aussi à la dimension métaphysique du monde, c'est-à-dire ce qui peut se trouver au-delà. Et ce sont les savoirs religieux, les savoirs de la spiritualité qui sont très importants. Donc nous considérons les savoirs comme effectivement des tentatives pour donner du sens, et également pour agir sur le monde, pour guérir, pour construire, pour cultiver, pour fabriquer, c'est-à-dire des savoirs ayant une efficacité. Et cela nous conduit à une approche comparative très large qui va de la Mésopotamie ancienne jusqu'à nos jours, et qui traverse différents environnements culturels, la Chine, l'Inde, le monde africain, l'Amérique, l'Europe, la Grèce ancienne. Donc c'est une démarche comparative qui ne conclut pas au relativisme, c'est-à-dire à une existence de toute vérité, ou à l'équivalence de tous les savoirs et de tous les énoncés, mais qui pose plutôt les possibilités de leur comparaison et de leur compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'à une époque où certains prônent le choc des civilisations et des rationalités entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, il nous apparaît beaucoup plus important de tisser du lien de compréhension, de découverte réciproque, de respect, le lien d'un dialogue entre les cultures plutôt qu'un affrontement. Donc c'est dans cet esprit aussi que
les lieux de savoir veulent déployer un champ qui est celui d'une anthropologie générale, et nous considérons que les savoirs sont au cœur de l'expérience humaine d'hier et d'aujourd'hui et d'ici ou d'ailleurs. Chaque volume des lieux de savoir est une source de découverte et de surprise dans des univers souvent extrêmement proches, extrêmement contemporains, ou parfois beaucoup plus lointains. Donc je pense par exemple dans le deuxième volume à ce beau texte sur la culture des bonsaïs écrit par Rémi Sanson et qui explique comment, après des années de travail et d'apprentissage, et après être devenu l'un des spécialistes mondiaux du domaine, il arrive encore à apprendre et à saisir des tours de main nouveaux, à apprendre des trucs de métier dont il n'avait pas conscience. Et il nous avait cité lors d'un atelier la découverte d'un nouveau nœud avec un fil métallique pour fixer les racines du bonsaï au fond du pot. Et il y avait une immense humilité, en même temps une très grande joie de la part de cet artisan dans la découverte de ce nouveau procédé. Une autre découverte, toujours dans ce volume 2 et dans un univers dont il nous est peut-être un peu plus lointain, c'est celui des écoles brahmaniques du sud de l'Inde, où aujourd'hui encore des enfants apprennent les Rig Vedas par cœur. Ce sont des dizaines de milliers de vers qui ont été transmis depuis des millénaires sans écriture, et uniquement de mémoire humaine à mémoire humaine, avec des techniques de mémorisation et de récitation tout à fait extraordinaires. Et le chapitre a été écrit par un anthropologue indianiste qui a montré d'une manière extraordinaire les techniques utilisées par les maîtres et les élèves pour garder en tête ces corpus extrêmement étendus et contrôler en fait la mémorisation lors de récitations en tête à tête, où le maître et l'élève sont assis sur le sol et où le maître pourra indiquer d'un geste de la main la partie de l'épopée à laquelle où il faut commencer la récitation, et où, sans hésiter, l'élève entreprendra de réciter alors non seulement le texte, mais également sa musicalité propre, les mouvements des mains, les mouvements de la tête, c'est-à-dire un ensemble de techniques du corps extrêmement codifiées, et où la moindre erreur est pointée immédiatement par le maître. Donc de cette description, de cette analyse, on retient l'importance du corps, l'importance de la voix, l'importance de la posture, et l'ensemble de ces techniques qui enrichissent finalement les pratiques de la mémoire et de la récitation, et qui enfoncent leurs racines dans le terreau de la culture indienne depuis des millénaires et des millénaires. Et c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, avec nos bibliothèques, nos ordinateurs, avec Google qui substitue à la mémoire humaine. C'est une très grande leçon que de voir comment des corpus de textes colossaux ont pu traverser les siècles sans jamais être mis par écrit, en étant simplement transmis de mémoire à mémoire et de maître à disciple. Le propre de l'histoire des savoirs depuis la plus haute antiquité, c'est effectivement la transmission et la transformation des connaissances à travers des changements technologiques, des changements de support, des changements d'écriture, des changements de techniques de reproduction. Donc si l'on réfléchit bien, les textes grecs, par exemple, ont été écrits souvent sur des tablettes de cire avant d'être reportés sur des rouleaux de papyrus, puis ils ont été reportés sur des codices de parchemin, puis ça a été les premiers volumes imprimés à la Renaissance, pour arriver aux éditions contemporaines, aux éditions imprimées contemporaines, et aujourd'hui aux hypertextes, où par exemple en vous connectant sur un site web, vous avez la totalité de la littérature grecque en ligne, soit plusieurs millions de mots. Donc la totalité de ces passages, de ces seuils, implique à la fois des changements de forme, des changements d'organisation et des changements d'usage, des changements de destination,
avec la traversée de communautés savantes et de milieux sociaux très différents, depuis les scribes des monastères médiévaux jusqu'aux humanistes et aux imprimeurs de la Renaissance, ou aux universitaires, aux étudiants de l'époque moderne. Les lieux de savoir voudraient essayer de suivre ces transformations, de les évaluer et de nous situer nous-mêmes dans cette histoire en observant très finement les dispositifs matériels, en regardant par exemple comment un logiciel de traitement de texte aujourd'hui fait de l'utilisateur d'un ordinateur personnel à la fois un auteur mais aussi un éditeur et dans certains cas un archiviste ou un conservateur de bibliothèque qui doit organiser la totalité de ses écrits et décider de ce qui sera retenu, de ce qui sera conservé ou effacé et oublié. Donc c'est à la fois une question très vaste, très générale, et une question précise qui se joue dans les paramètres des logiciels, dans le choix de formatage des caractères, dans les normes qui régissent les textes électroniques, aujourd'hui HTML, XML. Et je suppose que nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience que j'ai faite moi-même de textes écrits sur ordinateur il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années et qui ne sont plus lisibles sur les machines d'aujourd'hui parce que les logiciels ont évolué et les standards ont évolué et les documents ne sont plus lisibles. Donc cela donne à réfléchir. Un papyrus grec est encore lisible aujourd'hui lorsque on a la chance de le retrouver et lorsqu'il est conservé dans une bibliothèque. Un document électronique sur disquette ou disque dur d'il y a 15-20 ans, dans certains cas, n'est plus du tout lisible et utilisable, même si on l'a encore sous une forme matérielle, sous une forme physique. Donc la technique, la mise en forme, le support, la matérialité des inscriptions sont fondamentales évidemment pour la pérennité et la transmission des savoirs, et c'est pour cela que nous étudierons les traditions à travers des dispositifs concrets comme les bibliothèques, les livres, les collections, les disciplines, les programmes d'enseignement et tout ce qui permet de donner une nouvelle échelle dans l'espace et dans le temps aux connaissances. Ce que l'on trouve sur Internet aujourd'hui peut donner effectivement l'illusion d'une bibliothèque universelle où toute la connaissance, toute la mémoire du monde serait accessible à portée d'un clic de souris, à portée de quelques secondes de connexion. Il faut sans doute être beaucoup plus prudent et faire une distinction entre l'archive et la bibliothèque, faire une distinction entre l'information et le savoir, réfléchir aux grandes différences qu'il peut y avoir entre des gisements d'énoncés, de fragments, de citations, de pages de textes ou de pages de livres non validées, non ordonnées, non exploitées, et d'autre part une structure organisée, hiérarchisée, permettant de se repérer, de trouver des informations munies d'autorité. Donc Internet est à la fois une formidable opportunité pour libérer les savoirs, libérer la pensée, libérer la parole publique également. On a eu une belle illustration avec les événements récents en Tunisie. C'est une formidable utopie également pour mettre la connaissance à la disposition du plus grand nombre. Encore faut-il que la technologie suive et le projet généreux des grandes bibliothèques mises à la disposition des internautes se heurte par exemple sur le continent africain, à l'absence d'équipement d'une grande partie des populations qui ne pourront pas accéder de toute façon, que très rarement, à ces gisements de savoir et de mémoire. Il convient également de prêter attention aux usages, de prêter attention aux modes d'appropriation, aux nouvelles ergonomies qui sont en train de se créer, aux nouveaux rapports entre la lecture et l'écriture, et sans doute aux transformations du texte lui-même et de la notion de livre. C'est
un ensemble de questions qui sont au cœur des interrogations du monde de l'édition aujourd'hui et plus généralement de tous les professionnels de l'écrit. Qu'est-ce qu'un texte électronique? Qu'est-ce qu'un livre électronique? Est-ce qu'un texte électronique est la même chose qu'un texte imprimé? Où réside la différence? Quelle peut être la valeur ajoutée? Quel est l'avantage d'une tablette, d'un reader pour avoir accès à un classique de la littérature par rapport à un livre de poche ou à un volume de la Pléiade? Ces questions sont en train de trouver leur réponse, ou en tout cas elles doivent les trouver rapidement. Et il s'agit de penser effectivement de nouveaux usages, de nouveaux rapports à la bibliothèque, de nouvelles interactions entre la lecture et l'écriture, et finalement de nouveaux itinéraires dans la bibliothèque à la fois physique et immatérielle.